passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui s'autorise volontiers les pas de côté. Et pour ce dernier épisode de l'année 2025, une conversation autour d'un livre, Dramadol. Un livre qui ne raconte pas la douleur, mais qui la pose, l'expose, la traverse et la met au travail. Un livre écrit à partir des corps, avec les autres et contre toute anesthésie du monde. Je suis heureuse d'avoir à mon micro son autrice, Rose Vidal. Bonne écoute à vous. Bonjour Rose Vidal, merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre. Bonjour. Rose Vidal, vous venez d'un monde déjà traversé par les lignes de partage. Une mère professeure de philosophie, un père professeur de dessin, deux pôles séparés et très tôt chez vous ce besoin instinctif de fabriquer des ponts entre le concept et la forme, entre l'idée et la matière, entre la pensée et le corps. Vous vous êtes tenu exactement là, dans cet entre-deux exigeant qui se trouve entre la littérature et l'art, entre la critique et la création. Votre parcours épouse cette tension féconde. Vous avez écrit sur le cinéma, interrogé les figures, convoqué la pensée, traversé les écoles, les revues, les ateliers. Vous avez appris à regarder, à analyser, à disséquer les images avant d'oser, un jour, faire basculer tout cela dans ce roman intitulé Dramadol, sous-titré mystérieusement Un roman sans histoire. Un livre sans protocole rassurant, sans narrativité docile, un livre qui malaxe la douleur, la fragilité, les antidouleurs, l'addiction, la perte, le deuil et même la langue elle-même. Un livre qui refuse l'anesthésie peut-être. Vous êtes de cette génération qui hérite d'un monde saturé de récits, de médicaments, de catastrophes, d'écrans, de discours thérapeutiques et de détresse muette. Et plutôt que de choisir entre l'armure théorique et l'exposition intime, vous avez décidé d'assumer les deux à la fois, de faire de la littérature un lieu de friction, de choc et de contamination, un espace plastique. Artiste, écrivain, critique, vous ne choisissez pas, vous circulez. Et ce que vous fabriquez, ce sont précisément des passages. Aujourd'hui, vous venez avec un livre qui parle de douleur, sans jamais être misérabiliste, qui parle d'addiction sans morale, qui parle de soins sans illusion. Un livre qui cherche non pas à consoler, mais à rendre partageable ce qui d'ordinaire reste enfermé dans les corps. Nous allons en parler, mais je voudrais d'abord m'attarder sur la biographie inscrite à la 4e de couverture de votre livre. Rose Vidal est née en 1997. Elle est artiste et pratique l'écriture et le nunchaku. Dramadol est son premier roman. Alors je pourrais tisser plusieurs fils de ce court texte, mais je voudrais tirer celui de l'écriture. Qu'est-ce que ça veut dire, Rose Vidal pratique l'écriture? Je pense que c'est vraiment à mettre en regard avec la pratique du nunchaku. Ce roman, avant d'être un roman et avant d'être un roman sans histoire, c'était un projet de recherche et d'écriture sur la question des antidouleurs que j'ai porté en résidence à la Villa Médicis. Et à la Villa Médicis, j'ai rencontré d'autres résidentes et résidents et j'ai commencé à écrire d'emblée en arrivant. À mon grand désespoir, je me suis aperçu que plus j'écrivais, plus mon texte réduisait puisque je coupais plus que je n'écrivais, jusqu'à un certain jour où j'ai un peu séché dans l'écriture, je n'arrivais plus à écrire. Donc j'avais commencé par instaurer ça comme une pratique, une forme de discipline d'écriture tous les jours à la table. Et un jour, ça ne marchait plus. Et en discutant avec un autre résident, Marc, plus connu sous son nom d'artiste Fiscara, musicien, il me dit comment ça va? Et je lui dis pas très bien. Là, j'arrive plus à écrire. Ça fait 2 jours, ce qui est pas beaucoup, mais c'était dramatique. Et il me dit, et ça fait combien de temps que t'as pas fait de nunchaku? Je lui dis 2 jours. Il me dit t'as ta solution. Et effectivement, c'est à ce moment-là que je me suis aperçue qu'en fait, ces deux gestes étaient intriqués parce que je pense que je pratique l'écriture aussi comme une pratique du corps, comme je pratique le yoga, comme je pratique les arts martiaux, comme je pratique les nunchaku, c'est-à-dire aussi une forme d'écoute réciproque des rythmes du corps, des envies,
la capacité à prendre de la vitesse ou au contraire le devoir de repos, toutes ces choses-là qui m'ont beaucoup apporté dans une pratique physique, ce sont les mêmes gestes que je pose dans l'écriture. Peut-être c'est le moment de préciser ce que c'est le nunchaku pour les non-initiés comme moi. Oui, alors le nunchaku, c'est une arme que j'ai rencontrée dans ma pratique du kung-fu. Et donc c'est une arme assez particulière, ça ressemble à soit 2 bâtons ou 2 petites matraques reliées par une chaîne ou une corde, selon le procédé de fabrication du nunchaku. Et c'est une arme très ancienne, que moi j'aime bien appeler une arme de culture, parce qu'au départ c'est une arme de paysan, c'est-à-dire c'est un fléau pour battre le blé. Donc ça m'amuse beaucoup en fait d'avancer dans le monde avec une arme de culture. Et donc les gestes, on connaît bien les films de Bruce Lee où il utilise ce nunchaku, mais l'idée c'est on a un bâton dans une main et on fait tournoyer le deuxième, et puis ensuite il y a des gestes de passage de main, de changement de main, de changement de bâton. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cet outil, que je considère plus comme un outil que comme une arme, c'est que c'est moins pour frapper que pour créer une armure autour de soi. À partir du moment où on le fait tournoyer, en fait, on n'a pas vraiment besoin de frapper des gens ou frapper des choses, parce que ça crée une espèce de zone de protection autour du corps, et en général, on n'a pas trop envie de la braver. Dans ma vie, j'ai changé de paradigme comme on fait volte-face. J'ai fait volte-face chaque fois que l'évidence m'a prise par les épaules et dit « Regarde-moi ». La pensée a été ces évidences. Aujourd'hui, c'est toi, Loris, comme d'autres personnes que j'aime, qui me prend par les épaules lorsque je te demande si tu as une douleur à me confier. J'avais 22 ans quand je t'ai rencontré, à l'école qui m'a vu plus que tout autre avant, me reconstruire et préciser mon être, mes souhaits, mes espoirs, mes peines et mes motifs. Le début d'une vingtaine est devant moi l'étendue de ce que je n'avais jamais vu, ni entendu encore de ma propre génération. C'est-à-dire des esprits en série et des attentions nouvelles, des réticences et des résistances aux dominations, aux grands ordres des normes et de la répétition du même. J'avoue que je n'ai pas compris grand-chose, au tout début, à ces histoires d'écriture inclusive qui me faisaient non cette violence, car elle ne l'est pas, mais ce désagrément d'être absente de tout ce que j'imaginais me construire, m'avoir construite et m'être familier. Il faut dire aussi que je tenais jusque-là toute ma culture reçue pour un horizon d'attente, d'exigence, ce qui aujourd'hui, je me le dis, était un peu absurde. Est-ce du passé seulement qu'on se constitue un horizon ? Toujours est-il que le présent m'a offert ce trébuchement des histoires comme la tienne qui ont croisé la mienne, venues de personnes que j'ai aimées, rencontrées à l'école. Aimer, c'est important plus que tout. C'est en les aimant que je suis sortie sans me faire violence de ce que je croyais et qui, elles, ne croyaient plus. C'est en les aimant que je suis entrée avec l'insistance lente et douce des choses auxquelles on tient, de ce qui leur était vital mais ne l'était pas encore pour moi. Et toi, dis-moi, pourquoi tu utilises l'écriture inclusive ? Je l'ai utilisée au début parce qu'elle et toi m'avaient dit que c'était là, et seulement là, que vous vous trouviez pleinement, que vous vous entendiez, que vous pouviez parler de vous-même. Vous m'avez dit c'est là qu'on s'oublie, qu'on ne s'écrase, qu'on ne s'efface plus. C'est ici et là seul qu'on s'écrit. Alors j'y suis allée aussi, parce que je vous aimais trop pour ne pas les écrire. Et je crois qu'elle a, l'écriture, et ce qu'il a, cet amour, infusé en moi en se tenant la main de façon à créer une nouvelle évidence. C'est une lecture d'un passage du livre, plutôt vers la fin, alors c'est peu orthodoxe, mais il me semblait intéressant de continuer un peu à creuser cette idée de l'écriture, de la langue inclusive et de l'adresse. Et il faut peut-être préciser que c'est le premier livre publié chez Gallimard en écriture inclusive, il me semble. C'était important pour vous de réussir ce tour de force, et est-ce qu'il l'était vraiment, un tour de force ? On m'a pas opposé de résistance en fait de ce côté-là, donc un tour de force, je ne sais pas. Je pense que c'est aussi un moment où c'est possible. Il y a quand même un geste à faire dans les moments, dans les époques où il y a des choses possibles, c'est de faire que les choses qui étaient possibles deviennent réelles et soient. Et ensuite, il faut les maintenir. C'est pas forcément évident non plus. Je pense que j'ai même pas eu à me poser la question de qu'est-ce que je fais si on me refuse ce geste-là ? Parce qu'en fait, j'aurais pas voulu publier ce livre sans écriture inclusive. Donc, heureusement, j'ai pas été confrontée à ce dilemme. Et j'ai même pu amener chez Gallimard non seulement donc l'écriture inclusive, mais une forme assez particulière qui est à la fois étrangement et paradoxalement
plus militante et plus douce, plus niche en fait, c'est de remplacer le point médian par un système de glyphes et de ligatures qui fait qu'au lieu de séparer le mot par le point médian, ce qui est un des reproches qu'on fait à l'écriture inclusive, mais qui est souvent un prétexte, ce reproche. Donc au lieu de séparer le mot par un point médian, en fait on vient incorporer les différentes expressions de genre, de pluriel, de singulier en un geste typographique assez beau, comme une espèce d'orfèvrerie de la typographie. Moi, j'ai travaillé avec la police d'une collective qui s'appelle Bye Bye Binary. Et j'étais très heureuse en fait de pouvoir faire le lien entre Gallimard et cette collective pour qu'ils puissent travailler ensemble et mettre en œuvre cette police dans mon texte. Sinon, en termes d'écriture, vous avez pointé le fait que c'était un passage qui était plus vers la fin du livre. Et ça m'importe que vous le notiez et qu'on puisse aussi en fait entrer dans le livre par la fin, parce que c'est un livre que j'ai chapitré, je pense qu'il y a une 12aine de chapitres si je ne me trompe pas. Je voulais vraiment que ça soit un livre accessible, une écriture accessible, généreuse et facile à lire, parce que je suis quelqu'un qui a des difficultés pour lire, pour me concentrer, pour rester dans un livre. J'ai beaucoup de mal à terminer les livres. Donc je lis bien, mais j'ai un rythme particulier. Et j'avais envie en fait de proposer un livre qu'on peut prendre par morceaux, un petit peu comme des tapas. Donc chaque chapitre est un peu pensé comme une lettre, parce que je souhaitais qu'une personne qui me lise puisse se dire « Ah, ce chapitre-là, j'aimerais beaucoup l'envoyer à telle personne » et pouvoir en fait l'extraire et le transmettre. Enfin, je me suis inspirée pour penser cette structure-là de ce mot qu'on appelle, de termes médicaux. Donc pour moi, c'est du microdosing en fait. Donc il y a chaque chapitre est une prescription et avec une microdose sur certains sujets, certains nœuds, et on peut les séparer, les lire à l'envers. Voilà, c'est une pile de lettres. C'est important de souligner comme un carnet d'ordonnances selon notre mal-être, un peu pioché dans le chapitrage. Je voudrais qu'on reste encore dans des questions de forme notamment, et vous avez choisi aussi d'intégrer des éléments graphiques comme des mots gras, des phrases peut-être barrées, les SMS ou des audios, et ce sont des gestes qui rapprochent l'écriture de l'art dans un sens. Et là, on peut revenir un peu à vos deux pratiques, l'art visuel, mais qui dit aussi quelque chose d'une génération. Et j'aimerais savoir à quelle place cette écriture fait à votre génération aussi. Alors je crois qu'il y a deux questions dans votre question. Enfin en tout cas il y a deux fils que j'aimerais pousser un petit peu, notamment parce que vous avez fait vous avez déroulé une très belle biographie de mon parcours, de mon histoire, et je pense que ça tient aussi à ça. Donc ma mère professeure de philosophie, mon père professeur de dessin, des parents qui sont séparés depuis que j'ai 1 an et demi, donc j'ai toujours en fait navigué entre deux maisons et naviguer entre deux mondes aussi. Et je me sens bien dans cette circulation. Donc je pense que j'arrive dans l'écriture avec des idées plastiques et dans le travail plastique avec des idées d'écriture. Et que je peux pas faire autrement, mais aussi je ne souhaite pas faire autrement. C'est pour ça que j'ai besoin de toujours maintenir aussi ces deux espaces dans ma vie, dans mon quotidien, et de toujours passer de l'un à l'autre, ne jamais m'arrêter de passer de l'un à l'autre. Ce qui est assez drôle, c'est que finalement les gestes typographiques, donc qui sont formels et plastiques et qui ont été notés comme tels dans mon livre, sont aussi en fait des indices d'articulation. C'est-à-dire que l'une des choses que j'ai beaucoup entendues dans la critique de mon livre, dans la réception de mon livre, et qui m'a fait aussi très plaisir, c'est, on me disait souvent, on a l'impression que tu parles à côté. On a l'impression que tu es là et que c'est toi qui parles, on a l'impression de t'entendre nous parler à l'oreille. Je crois que ça tient aussi à ce dispositif typographique, c'est-à-dire tout ce qui est ponctuation, ça crée un rythme. Ça permet de noter aussi une certaine oralité dans le langage, c'est-à-dire une manière de dire à voix haute. Mais tout ce qui est italique, mise en gras, barré, capital, tout ça, c'est des choses qui s'entendent. Et c'est comme ça que j'utilise d'ailleurs les italiques la plupart du temps. C'est pas forcément selon les règles écrites des italiques, mais c'est plutôt parce qu'on entend bien qu'en fait on le dit comme ça. Et là, c'est en italique, comme ça. Voilà. Et pareil pour les mots en gras, en fait. Ils doivent ressortir d'une manière qui est à la fois visuelle et orale. Et pour la question des générations, je pense que
Déjà, le fait que je circule d'un geste à l'autre, d'une discipline à l'autre, je pense que c'est aussi une affaire de génération, ou en tout cas d'époque. C'est pas parce que je suis plus capable d'avoir 2 gestes ou que par mon histoire, il y a ces 2 gestes dans ma vie. C'est plutôt parce que j'arrive à un moment où je me construis en même temps que c'est une possibilité. Je suis plutôt le symptôme qu'on accepte de gestes créatifs, de gestes d'art, de littérature, de gestes de production culturelle. On accepte qu'ils résonnent à différents endroits, selon différentes grilles, selon différents mondes. Et à cet égard-là, je pense que c'est générationnel. Quant à l'extrait que vous avez lu, qui s'adresse à mon ami Loris, c'est un extrait qui raconte aussi donc plusieurs choses. Pourquoi j'ai utilisé l'écriture inclusive, mais qui raconte donc une forme de manifeste de l'écriture inclusive, mais selon un angle très particulier qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est comment est-ce qu'on y vient à l'écriture inclusive, nous qui l'avons vue apparaître, en fait, qui ne l'avons pas utilisée parce qu'elle n'existait pas, et qui l'avons reçue, et qui avons dû donc nous faire un avis dessus, l'embrasser ou non, la refuser ou non. Et souvent, ces récits-là sont assez complexes, c'est-à-dire on commence par se dire mais qu'est-ce que c'est que ça, ou par y trouver une étrangeté, et puis ensuite on comprend, on se donne des raisons d'y aller ou de pas y aller, mais tout ça a une histoire, et en général c'est une histoire assez longue. Donc dans ce passage, moi je raconte aussi comment en fait j'ai commencé par la trouver absurde, ou en tout cas ne pas la comprendre, et notamment parce que je venais aussi d'une éducation et d'une formation très classique. Donc ce chapitre-là, il se passe notamment près du Panthéon, où j'ai fait mes études, mais qui est aussi un symbole d'une culture assez classique, assez figée, assez académique, où on n'est pas trop censé faire des gestes de côté, en fait. On est censé, comme dans une forme un peu conservatoire, maîtriser la forme, et si on doit twister la forme, ça vient après une grande maîtrise, mais en général, ça vient pas trop, justement. Mais c'est aussi le quartier où moi je suis allée en école d'art, donc c'est le quartier où j'ai appris le twist. C'est peut-être aussi ça ce que je raconte dans ce passage, et ce que je raconte dans ce livre, c'est à la fois ma génération, mais c'est une génération à laquelle je suis venue, en fait. Moi j'ai commencé par être extrêmement classique et un peu latine, un peu gréco-latine, et peut-être aussi très coincée par ces catégorisations des formes, des gestes. J'avais certainement déjà le désir de passer au travers, mais j'avais pas forcément les clés. C'est ma génération en fait qui m'a appris à faire partie de ma génération. On l'aura un peu compris, c'est un roman éclaté, polyphonique, qui mêle narration, fragments, adresse directe, réflexion théorique, poésie et donc écriture inclusive. Dramadol refuse toute forme stable, il avance presque par secousses, comme si la forme elle-même cherchait à épouser les soubresauts de la douleur. Ce n'est pas un récit linéaire, mais une traversée, celle d'un corps, d'une génération, d'un monde qui ne sait pas très bien comment souffrir ni comment guérir. Et vous dites que ce n'était pas un projet sur la forme, ni un laboratoire littéraire, mais comment cette forme s'est imposée à vous et qu'est-ce que ça veut dire dans ce sens, roman sans histoire? Et encore plusieurs questions. Comment cette forme s'est imposée à moi? Ça, je pense que c'est vraiment la magie de l'écriture. C'est que c'est une forme qui s'est écrite devant moi à mesure que je me plongeais dans l'écriture, et je pense qu'on a aussi relevé, en tout cas on m'a parlé de cette forme de spirale ou de vrille. Moi j'ai essayé toujours de boucler mes chapitres, et tant que le chapitre ne s'était pas bouclé sur lui-même, c'est-à-dire que tant que l'écriture n'était pas partie d'un point A pour ensuite voler vers des points A', B, C, et ensuite retrouver un écho avec son point de départ, le chapitre n'était pas fini. Mais quand il se bouclait, je pouvais passer à un autre nœud, parce que c'était ça aussi l'affaire des chapitres, c'est de travailler sur des nœuds, des crispations de sens, où plusieurs fils se mêlent. C'est des fils de douleur, d'histoire, de culture, de récits personnels, de récits partagés. Et cette forme-là, elle s'est déroulée sous mes yeux, et elle était extrêmement puissante parce que rassurante, en fait, d'écrire sans savoir où on va et de se rendre compte qu'à terme, on retombe sur ses pieds. C'était extrêmement bouleversant à vivre. Et le livre s'est écrit vraiment comme ça, de bout en bout, c'est-à-dire non seulement en écrivant sa propre forme sur lui, mais aussi en écrivant des choses dans ma vie, en permettant des rencontres qui allaient à nouveau se réinjecter dans le livre. Enfin, c'était hyper heureux, et je suis très émue je sens l'émotion monter en le disant, parce que c'était un grand moment de vie pour moi et d'écriture. Et la question du roman sans histoire,
j'aime bien dire en fait qu'il y a un mensonge et un piège là-dedans, parce que je pense que la littérature est piégeuse de toute façon et que c'est une de ses grandes qualités. Roman sans histoire parce que c'est pas tout à fait un roman à mon avis, mais je voulais que ça tombe dans la catégorie du roman, parce que pour moi le roman c'est le plaisir de la lecture, et je crois que c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire avec Dramadol, c'est que ça se lise comme un roman, ça se lise donc avec ce même plaisir de qu'est-ce qui va se passer, comment ça va, où ça va, et qu'on ait envie d'y retourner aussi. Donc ça c'est la première idée du roman. Ensuite, de dire que Dramadol est un roman et un roman sans histoire, pour moi c'est aussi une façon de rebattre un peu les cartes de ces catégories-là. Qu'est-ce que ça fait au roman de dire que Dramadol est un roman? C'est plutôt dans l'autre sens en gros. Et qu'est-ce que ça fait au roman de dire qu'un roman peut être sans histoire? C'est-à-dire en fait arrêter de dire un essai, un roman, mais non, on n'a rien dit quand on a dit ça. Alors, il est quoi ce roman? Il est sans histoire? Il est avec un petit peu plus d'histoire? Est-ce que c'est un roman sans les mains? Je sais pas, on peut inventer 1000 choses, mais à partir du moment où on précise un peu cette indication générique, on peut vraiment s'amuser. Et aussi parce que, donc ça c'est la troisième idée que j'avais en tête, enfin j'en avais encore d'autres, mais on est à un moment de la littérature où lorsqu'on regarde le paysage littéraire depuis longtemps, on est vraiment sur des récits qui sont aussi des récits du réel. Et d'une certaine manière, on pourrait aussi renverser la chose et de dire qu'on est à une époque d'histoire sans roman ou d'histoire dans le roman ou d'histoire... Enfin, je crois que ça touche aussi à cette époque du roman que nous traversons. Mon geste étant peut-être un peu décalé de ce côté-là, parce qu'il y a eu beaucoup, au moment où il est sorti, encore aujourd'hui, et puis un peu avant, beaucoup de romans qui étaient des narrations personnelles, de récits d'eux vécus. Et moi, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire une narration personnelle, mais d'un récit que je n'ai pas vécu. Donc de dire aussi qu'à cet endroit-là, en fait, les frontières, elles sont poreuses, les possibilités aussi, même si on s'inscrit finalement toutes et tous dans un même moment du roman en regard au réel. Peut-être une dernière question encore sur les aspects de forme et de langue pour après vraiment, avec le prochain extrait, entrer un peu plus dans le sujet, si je peux dire. Le livre reste traversé par un tu adressé, parfois fuyant, parfois intime, parfois abstrait. À qui s'adresse Dramadol et que change cette adresse directe dans votre manière d'écrire la douleur? Alors, le tu, c'est vraiment ce tu oral qui peut vouloir dire je, qui peut vouloir dire toi, qui peut vouloir dire... tout le monde derrière toi. J'aime bien cette idée-là, tout le monde derrière toi. Et effectivement, c'est un peu flou, c'est très poreux, mais je laisse aussi au contexte, à la fois donc, ce qui va entourer le tu dans ce que j'ai écrit, mais au contexte aussi que ramène une personne qui va me lire, le soin de préciser et d'interpréter ce tu. Il y a des tus qui sont très précis dans le texte, puisqu'il y a le tu d'Emmanuel, il y a le tu de Loris, de Benoît. Donc il y a ces tus qui sont extrêmement adressés, mais il me semble que dans l'extrait que vous avez lu, il y a cette phrase « Et toi, est-ce que tu utilises l'écriture inclusive ?» Et là, ce « toi », c'est vraiment toi qui me lis, qui est un tu extrêmement présent, parce que c'est toujours à la personne qui me lit que je m'adresse. C'est peut-être presque un tic d'écriture, en fait. Moi, je vois pas l'écriture en dehors de ce dialogue direct avec la personne qui me lit. Et donc, c'est un tu qui est tu, donc toi, et toutes les possibilités d'autres personnes qui pourraient être derrière toi à lire ce livre aussi. Enfin, c'est un tu très vaste, très large, et qui est toujours une forme d'apostrophe, parce que ça peut pas être grand chose d'autre d'une certaine manière, parce que je sais pas entre quelles mains tombera mon livre. Donc c'est un tu qui est toujours une forme de main tendue, de proposition. Est-ce que tu veux bien me serrer la main? Est-ce que tu veux bien que je t'emmène quelque part? Et donc souvent c'est aussi des questions, ou alors des toi aussi peut-être que tu as déjà vécu ça, ou toi aussi peut-être que tu penseras à ça. Et des fois il y a vraiment des invitations directes dans le livre, donc un moment où je dis si tu veux dessiner la plus grosse machine du monde, envoie-la moi. Et j'en ai reçu des dessins de grosses machines, ça m'a fait extrêmement plaisir, parce que c'est là que je vois aussi que cette adresse fonctionne, c'est-à-dire que les gens s'y retrouvent, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a dit de mon livre qu'il donnait l'impression que je parlais à côté, que c'est moi qui parlais plutôt que d'écrire. Le rôle physiologique évident de la douleur, c'est de servir de système d'alarme en fait, c'est-à-dire de signaler toute lésion tissulaire et de susciter du coup un comportement adaptatif qui est un comportement de protection de la zone blessée. En revanche, et c'est ça
qu'on voit dans la clinique de la douleur chronique, quand ce système d'alarme se met à dysfonctionner lui-même, c'est-à-dire à ne plus refléter de façon fidèle ce qui se passe au niveau des tissus, ça aboutit en réalité à une perversion de ce système physiologique qui, au lieu d'avoir son utilité et son utilité protectrice, la douleur s'autonomise en fait et peut perdurer de façon indéfinie. Alors ici, le neurologue Nicolas Danziger raconte la fonction de la douleur. Et c'est un personnage, si je peux dire ainsi, important de votre livre. C'est d'abord une rencontre avec ses écrits qui a permis un tournant dans l'écriture du votre livre. Pourquoi avoir eu envie, vous, et besoin de vous y frotter à la douleur ? On me demande souvent qu'est-ce que j'ai vécu pour écrire un livre sur la douleur. Pour le coup, c'est vraiment pas la question et c'était vraiment pas ma manière d'aborder le sujet. Moi, je l'ai abordé comme une histoire commune et pas comme une histoire personnelle, comme un enjeu commun aussi, c'est-à-dire un enjeu de l'époque à travers la crise des antidouleurs, donc l'expression du fait qu'on a un problème qui devient de plus en plus problématique et qui est à l'évidence très mal géré, un problème avec la douleur, et aussi un enjeu commun et historique et culturel, c'est-à-dire à partir du moment où on commence à rentrer vraiment dans l'ontologie de la douleur, sa signification, ses fonctions, ses expressions, on rentre dans tous les sujets de société d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on soigne, comment est-ce qu'on parle de la douleur, comment est-ce qu'on se réfère aux gens qui souffrent, comment est-ce qu'on dit sa propre douleur, mais aussi des sujets bien plus anciens qui sont quelle culture on a de la douleur. Comment est-ce qu'on l'a placé dans la société ? Comment est-ce qu'on y est éduqué ou non ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'éducation à la douleur ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Qu'est-ce qu'elle charrie comme image ? À quoi elle fait écho ? Et tous ces sujets-là, je me suis dit que c'était vraiment des endroits que l'écriture devait investir et qui étaient des endroits partagée. Comme je cherchais aussi une écriture partagée, une écriture qui puisse faire ressortir des voix qui ne sont pas les miennes, le sujet de la douleur était extrêmement propice à tout ça. Parce que pour moi, il y avait cette idée un peu de départ, ou en tout cas cette ombre qui m'a suivi pendant tout le livre, c'est quand on a mal, est-ce que c'est vraiment, quand j'ai mal plutôt, est-ce que c'est vraiment moi qui ai mal ? Qu'est-ce qui a mal avec moi, ou qu'est-ce qui a mal en même temps que moi ? Qu'est-ce qui a mal à ma place aussi ? Et c'est ces questions-là que j'ai voulu aborder à travers Dramadol. Pas vraiment la question d'un récit de douleur, mais de la douleur comme récit, comme multiplicité de récits, de formes et de représentations, avec l'enjeu sous-jacent que si on travaille sur ces représentations, si on travaille sur ces formes et ces récits, on peut changer quelque chose au ressenti et à l'expression, mais à l'expression comme ressenti de la douleur. Et comment la rencontre avec les écrits de Nicolas Danziger, ils ont fait basculer votre projet d'écriture ? Je ne sais pas s'ils ont fait basculer le projet d'écriture, mais en fait ils m'ont aussi conforté dans mes intuitions et dans des choses que je cherchais à formaliser. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se formalise du côté de la médecine, disons, et d'un certain langage aussi. Ça a rénové aussi mes idées sur le monde médical, sur la médecine, sur le soin, sur les pratiques du soin, sur aussi les peurs qu'on peut avoir ou les méfiances qu'on peut avoir à l'égard de la médecine dite traditionnelle. Ça m'a fait prendre conscience aussi des évolutions de cette médecine traditionnelle et de la façon dont elle était aussi capable de porter des discours aussi plastiques et aussi exploratoires que celui que j'essayais de mener. Ça a été aussi un réservoir de formes, à la fois de langage et de formes plastiques pour inspirer l'écriture, inspirer une certaine poétique. Et ça m'a fait faire beaucoup de dessins, qui apparaissent pas forcément dans le livre, mais tout ce monde-là, tous ces mots-là m'ont beaucoup inspiré, m'ont donné une espèce d'énergie créatrice que je n'imaginais pas en fait avant de rencontrer le docteur Nicolas Danziger. Alors cette douleur n'est jamais seulement intime, elle est aussi politique, sociale, médicale, pharmaceutique, comme vous le disiez. Dramadol interroge frontalement notre rapport aux antidouleurs, à l'addiction, à l'anesthésie du monde dans un sens. Et pour vous, que dit cette médicalisation massive de la souffrance sur notre incapacité collective à la traverser autrement ? Alors justement, elle dit ça, notre incapacité collective à traverser la douleur, ou en tout cas c'est le symptôme aussi qu'on essaie toujours de la
la mettre sous le tapis, et qu'en général, ce qu'on met sous le tapis, ça finit par ressortir dans un nuage de poussière un peu asphyxiant. Je crois qu'il faut voir plusieurs phénomènes, ou en tout cas faire plusieurs hypothèses, et essayer de creuser chacune de ces hypothèses. Donc il y a l'idée qu'on ne sait pas quoi faire de la douleur, et qu'on se rabat de plus en plus vers on va dire des palliatifs, ou en tout cas des plans B, des remèdes qui ne sont pas satisfaisants et qui vont être des drogues, des choses comme ça. Je mets dans le même panier drogue et médicaments, parce que souvent c'est l'usage aussi qu'on en fait qui fait basculer qui fait basculer d'un côté ou de l'autre. Et quand je dis l'usage, c'est aussi le regard qu'on porte dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on classe comme drogue, quels usages on classe comme drogue ou pas, qu'est-ce qui fait qu'on bascule d'un côté ou de l'autre. C'est toujours très délicat et très complexe. Moi, j'ai absolument rien contre les usages de médicaments, d'antidouleurs. Je pense que c'est nécessaire et c'est un vrai palliatif, en tout cas dans la société dans laquelle on vit. Maintenant, ce qui m'interroge, c'est pourquoi est-ce que la société dans laquelle on vit, elle fait de ces remèdes-là, ces médicaments, ce qui est aussi une économie, cette économie-là du médicament, l'autoroute pour régler les problèmes de la douleur. Pourquoi est-ce qu'elle ne met pas en avant d'autres voies qui existent, qui sont aussi souvent peut-être des choses qu'on a oubliées, des pratiques traditionnelles qu'on a oubliées? Qu'est-ce qui est la part de politique là-dedans, d'économique, de culturel? Enfin, il me semble qu'on est aussi à une époque où on parle plus de douleur, et ça, je pense que ça dépasse la seule question de la douleur. C'est aussi des questions de comment est-ce que les récits de soi sont plus mis en avant, comment on est passé à une vision de l'histoire aussi plus émotionnelle, qui fait plus attention aux témoignages, comment est-ce que la parole se libère, toutes ces questions-là. Donc on arrive à un moment où on est plus sensible à la douleur. Ça veut dire qu'on en reçoit beaucoup plus sur la tronche. On reçoit celle des autres, on reçoit des histoires difficiles, parce que ces histoires, elles apparaissent plus, elles se donnent plus à entendre. On est à la fois plus à même de les écouter, et en même temps pas préparé du tout, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude, les outils, ni les réflexes en fait, de recevoir la douleur, de la voir comme un objet. Donc on est à une époque où la douleur est un gros sujet, et ça peut se relier, donc ce problème de la douleur comme gros sujet d'époque, avec effectivement on a un autre problème, c'est qu'on est addict aux antidouleurs, on a une surconsommation. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ces deux histoires? Probablement, enfin à mon avis il y a probablement un lien. D'abord, c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans des circonstances un peu cocasses avec Daniel, qui pratique beaucoup l'humour juif. Et il est venu voir Finir en beauté, que j'avais créé à Marseille. Et à la fin du spectacle, c'est lui qui m'avait dit, à la fin de Finir en beauté, donc je raconte la mort de ma mère, qui me dit « Mais est-ce que tu sais pourquoi les juifs sont contre le mariage pour tous ?» Et je lui dis non. Et il me dit « Tu t'imagines avec 2 mères juives ?» Il se trouve que dans la salle, il y avait aussi Fanny Cattel, une actrice de Caen, et qui a perdu aussi sa fille, elle, à l'âge de 5 ans, alors que Daniel a perdu son fils à 25 ans. Et en sortant de Finir en beauté, ils me disent « Bon, tu as perdu ta mère, c'est triste, c'est grave, mais en même temps, c'est de la rigolade à côté de la mort d'un enfant. » Ce à quoi je disais « Moi, je vous crois en théorie, mais la vérité, c'est que je n'ai pas cette expérience-là, et que la mort de la mère, ça me fait mal au ventre, et la mort d'un enfant, je peux m'indigner intellectuellement, mais ça m'est étranger. » Et ils ont accepté de venir partager cette expérience sur scène. Et c'est un peu le pendant, et comme ça je boucle la question du deuil, cette expression que je trouve insupportable, comme si ça consistait en un travail et qu'en faisant un peu d'effort, on en viendrait à bout. Et avec Daniel et Fanny, on fait la démonstration contraire, plutôt une démonstration de vie. Voilà. Et je trouve, ça n'engage que moi, que c'est mon meilleur spectacle. Ça n'engage que toi. Mais quand tu as fait ce spectacle, tu n'avais pas eu encore ta fille. Non, et c'est-à-dire que oui, j'ai eu un enfant entre-temps et j'aurais été incapable de faire ce spectacle, ça c'est vrai. Alors un extrait comme un pas de côté. Ici, l'artiste Mohamed El Khatib parle d'un spectacle qu'il a créé avec 2 comédiens qui ont perdu leurs enfants, dans la vraie vie, dans le réel. Le spectacle s'intitule « C'est la vie ». Et Dramadol naît d'une confidence reçue à Rome, la perte d'un enfant, un deuil impossible à faire. Et à partir de là, vous ouvrez un vaste champ de réflexion sur notre rapport contemporain à la douleur, aux médicaments, à l'addiction, à l'anesthésie émotionnelle et sociale. On en a un peu parlé. Mais le titre lui-même, jeu de mots entre la poupée dramatique et un antalgique bien réel, annonce cette ambiguïté-là entre soulagement et dépendance, entre soin et effacement des sensations. Mais on explore
effleurant des récits intimes, le texte semble chercher des réponses à des questions immenses. Qu'est-ce qu'une larme? Qu'est-ce qu'une souffrance? D'où vient cette nécessité d'écrire à partir des autres, à côté des autres, à hauteur de l'autre? Je crois que donc, au tout départ, effectivement, il y a l'histoire d'Emmanuelle qui a perdu un enfant, qu'elle était enceinte de jumeaux et elle en a perdu un à la naissance. Et quand je reçois cette histoire-là, et je parle bien d'histoire, enfin c'est le mot aussi, un mot qui revient beaucoup dans Dramadol, les histoires et les histoires des gens. Et ma difficulté à inventer des histoires, je ne sais pas si c'est la difficulté à inventer des histoires, mais c'est aussi comment les histoires des autres, donc notamment celle d'Emmanuelle et de ses jumeaux, prennent le pas sur les histoires que je pourrais inventer, me paraissent plus importantes. Parce que lorsque tout d'un coup je me vois confier cette histoire, je me dis, je peux pas juste rester en silence. J'avais besoin d'écrire quelque chose pour elle, peut-être avec une forme de prétention au départ qui était de me dire que je pouvais écrire quelque chose pour elle, quelque chose qui lui ferait du bien ou qui la toucherait au moins. Ensuite, ce rapport-là, de l'écriture aux histoires des autres, il est extrêmement fécond. Il est peut-être aussi un peu analogue à mon écriture critique, ou à l'écriture telle que je l'ai pratiquée très longtemps dans le travail de critique, c'est-à-dire de mettre mon geste d'écriture au service d'un objet qui ne m'appartient pas, qui n'est pas moi, et qui, du coup, refondre un peu l'exigence de l'écriture. Si moi je commence à écrire mes propres histoires, je peux ne pas être à la hauteur. Je peux je peux tricher, je peux m'investir à moitié, mais à partir du moment où il y a quelqu'un d'autre et qui a en plus une histoire qui est douloureuse, donc qui demande du respect, de la délicatesse, de la précision, et ça forge une exigence qui moi m'a toujours extrêmement réussi en fait dans l'écriture, c'est-à-dire c'est peut-être un besoin originel de contrainte dans l'écriture qui moi m'amène aussi à chercher des espaces de contrainte. Et la douleur des autres est un espace de contrainte, mais dans le meilleur sens du terme, c'est la contrainte qui est féconde. C'est un espace d'exigence, un endroit où mon écriture peut devenir une écriture pas une écriture pour elle-même, mais une écriture pour des gens adressés. Cette idée d'adresse dont on parlait un peu plus tôt, c'est toujours comme ça que ça va fonctionner pour moi, je crois. Vous parlez justement d'une offrande au sujet des histoires que l'on vous partage. Vous ne vous autorisez jamais à parler d'un aspect de la douleur si une personne concernée n'accepte pas de vous le confier. Mais est-ce que l'écriture ne trahit pas toujours un peu, même quand elle est animée par le respect? Alors il y a l'écriture et il y a son édition ou sa publication. Moi, pour chaque histoire que j'ai reçue, j'ai pris des précautions pour éviter justement ce qu'on dit des écrivains et des écrivaines qui sont des vampires. Je crois pas que les écrivains et les écrivaines soient des vampires en fait, parce que je pense qu'il y a des manières de faire. Et moi, ma méthode, c'était toujours de respecter avant tout la personne qui me confiait son histoire, de considérer que c'était pas mon histoire, même si je l'écrivais, mais que c'était toujours leur histoire et qu'elle leur appartenait, et que le texte que je pouvais écrire dessus leur appartiendrait également, que ces personnes avaient un droit de regard ultime sur mon écriture, qui s'est traduit donc par le fait qu'elles étaient les premières personnes à lire les textes. Elle est la première personne à lire son texte, à le découvrir. Elle a le droit de le garder pour elle, de le voir détruit. Si elle veut que le texte disparaisse, il disparaîtra. Que personne ne le lise, personne ne le lira. Et j'ai posé ces questions 1000 fois en fait au fur et à mesure du processus d'écriture et d'édition. J'ai fait t'es sûr que je peux garder ce texte? T'es sûr qu'on peut garder ton nom? Parce qu'on peut mettre, on peut t'anonymer hein, si tu veux. On peut mettre juste, tu peux choisir un autre nom. Bon, là il va être publié le texte. T'es sûr? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont lire ton histoire. Fait, oui, je suis sûr. Je les saoulais à force, et j'ai demandé là ça va être publié par Gallimard, donc il y aura potentiellement un peu plus de lecture que si c'est juste moi qui le publie dans une revue. T'es sûr? Oui, sûr. Là, je vais le lire à voix haute. C'est bon, arrête de nous faire chier, quoi. Non, c'était vraiment des vrais échanges. Et je crois que c'est la plus grosse fierté de mon livre, c'est d'avoir été à la hauteur non seulement des histoires, mais des gens. Et en fait, si les histoires sont là, c'est parce que les gens ont estimé que l'écriture était à la hauteur. Et si elles sont lisibles, c'est parce que tout le monde est d'accord et tout le monde a envie qu'elles soient lisibles. Depuis que je me suis plongée dans la question neurologique de la douleur, depuis que j'en ai parlé dans quelques chapitres et sous différents aspects, je passe mon temps à me demander comment je parviendrais à parler des douleurs fantômes, c'est-à-dire des personnes amputées,
des gens qui perdent des parties de leur corps. Je voulais vraiment en parler parce que c'est un cas de figure absolument essentiel pour saisir le fonctionnement de la douleur dans notre tête, dans notre corps, dans ce tout-là. Mon souci était simplement de n'en faire pas qu'un cas de figure. Il n'y a pas de cas sans figure. Les gens sont même des figures avant d'être des cas. Et je me voyais mal parler d'une personne amputée si une personne amputée ne s'était pas d'abord vue me parler et me partager son expérience. Mon arrière-grand-père était amputé, mais il est mort avant que je naisse. Le grand-père de Nicolas Danziger, qui travaille avec des patients et des patientes amputés sur leurs expériences et le traitement de leurs douleurs chroniques, avait aussi été amputé. Ces deux hommes du passé ont tous les deux porté une prothèse de jambe. Jusqu'à ce que je lise Vivre sans la douleur du docteur Danziger, je croyais que les douleurs fantômes n'apparaissaient que dans de rares cas, et je pensais aussi, comme la médecine l'a cru un temps, qu'il s'agissait d'une sorte de trauma nerveux, du genre « on a mal coupé ton bras ». Il est resté figé dans la douleur du fait même de te l'arracher. J'aurais même pu penser que c'étaient les membres les moins proprement arrachés qui continuaient de faire mal. Ou autrement, j'aurais pu penser que seules les personnes qui vivaient le moins bien la perte de leurs membres, qui ne parvenaient pas à en faire le deuil en gros, continuaient d'avoir ce mal fantôme dans l'idée que cette douleur était comme une fiction qu'on se raconte. Parce que sans fiction, l'histoire est trop douloureuse. Mieux vaut un mal physique qu'une douleur diffuse dans les émotions insituables. Vraisemblable mais un peu con comme supposition. Il faut accepter aussi que certaines réalités sont absolument contre-intuitives et se garder de croire savoir avant de savoir vraiment. Le livre du docteur m'a donc appris que les douleurs fantômes étaient en fait la norme. Il est quasi certain que si on te coupe le bras, tu souffriras de douleurs fantômes chroniques, difficiles à traverser, difficiles à traiter. Alors le membre fantôme, c'est un phénomène qui apparaît lorsque une personne a subi un accident ou une amputation traumatique en fait, qui se traduit par le ressenti du membre alors que le membre n'est plus là. Et j'ai commencé à m'intéresser sur d'abord l'autonomie qu'a le cerveau et le système nerveux de réparer, donc de continuer à produire la présence de ce membre alors qu'il est absent. Je travaille sur la douleur depuis plusieurs années, tout en travaillant sur la réparation. J'ai commencé à voir d'un point de vue métaphorique comment on pouvait créer, en tout cas interroger, le dénominateur que constitue la douleur entre le traumatisme individuel, donc un individu qui perd un membre, et le traumatisme collectif. J'ai commencé à m'intéresser à ces blessures immatérielles qui régissent en fait la psyché de nos sociétés, parce que elles sont opacifiées, si je puis me permettre, par un déni collectif qui varie d'une société à l'autre. En France, il y a un déni vis-à-vis du colonialisme, comme il y a un déni vis-à-vis de la guerre d'Algérie, comme il y a un déni vis-à-vis de la relation de collaboration entre la France et l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. S'il y a une chose qui vraiment me semble urgente et qui m'a motivé dans ce travail, c'est qu'il y a une nécessité, aujourd'hui, au XXIe siècle, à une époque où les spectres comme ça du passé semblent ressortir, hanter notre quotidien et je dirais même notre futur, de prendre en considération ce message que nous vivons sur des amas de blessures immatérielles, culturelles, politiques, la colonisation, les génocides aussi. Toutes les sociétés qui n'acceptent pas de traiter d'une manière pertinente et franche en fait ce que constituent les blessures, comme encore une fois l'esclavage, il y a question d'en réfléchir la mémoire, entretiennent ces blessures lointaines, et plus vous vous éloignez du traumatisme, plus les spectres en fait et les fantômes qui vont appeler réparation de ces blessures vont continuer à hanter, ils vont être de plus en plus agressifs. On l'entend ici, ce besoin de partir du vécu d'une personne avec ce montage de la lecture d'un passage de votre livre qui traite de la douleur fantôme, sujet que l'artiste Kader Attia a également exploré dans son film Réfléchir à la mémoire. Vous avez en commun l'intérêt pour la douleur, cette chose invisible à l'œil nu, c'est aussi ce souhait d'autopsier presque en creux la blessure immatérielle qui régit la société et sa souffrance collective. Comment vous recevez cette parole et est-ce que vous connaissiez ce travail, j'imagine ?
oui. Oui, c'est vraiment le patron. Il en parle super bien. Donc j'adore son travail et je l'ai découvert en fait son travail en travaillant sur la douleur. Je connaissais pas avant et ça m'a fait hyper plaisir en fait de voir que ces intuitions-là, elles trouvaient leur place ailleurs et puis dans sa pratique à lui, dans sa pratique plastique. Et je crois que c'est très très juste ce qu'il dit là. Et il utilise aussi des mots que je pense pas avoir utilisés dans Dramadol, mais qui sont venus un peu plus tard pour moi. C'est l'idée de spectre, de fantôme, en fait, de creuser un peu cette notion de fantôme. Et de voir aussi que, et ça c'est ce que je disais dans Dramadol, mais que la douleur, c'est aussi une affaire de représentation, et que le corps est une affaire de représentation, et que le monde est traversé de représentations qui sont absolument opérantes, douloureuses, vivantes. C'est ça ce qui se passe quand on perd un membre, en fait, c'est que on perd un membre physique, mais la représentation du membre demeure et elle toque à la porte. Donc de considérer aussi qu'il y a dans l'histoire, dans la culture, dans nos récits de société, des représentations qui continuent de toquer à la porte et donc à faire souffrir, qu'on est traversé par des douleurs collectives, je pense que c'est absolument essentiel pour penser à la fois le passé, le présent et le futur. Oui, alors une des raisons qui permet de comprendre ça, si on réfléchit dans une perspective évolutionniste, c'est que si la douleur a eu une place tellement importante dans la survie des espèces, on comprend du coup que il y a eu une multiplicité de circuits pour assurer que l'individu allait bien souffrir en cas de blessure corporelle. Et donc d'une certaine façon, ce que les patients douloureux chroniques payent, c'est le prix de cette valeur de survie de la douleur et du coup de la redondance, de la multiplicité, de la complexité des circuits nerveux qui permettent de ressentir la douleur. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est surtout la très grande impuissance thérapeutique dans laquelle on est, parce que les médias ont tendance à véhiculer une image toute puissante de la médecine, et il est vrai que la médecine a réalisé des progrès absolument fulgurants dans certains domaines, de maladies qui étaient incurables et qui sont devenues maintenant accessibles à des traitements modernes, mais dans le domaine de la douleur, on est extrêmement en retard, on est très démunis, on dispose de médicaments qui marchent de façon tout à fait inconstante et partielle. Heureusement, il y a des patients qu'on soulage vraiment encore très bien, heureusement, tout particulièrement la douleur aiguë. L'extension de l'usage des morphiniques a permis mais l'usage des morphiniques, on pourrait dire que c'est un progrès plus moral que technique. Une fois que la morphine a été décrite, le grand obstacle c'était de pouvoir se laisser aller à l'utiliser de façon plus libérale. Mais je dirais que pour d'autres situations, et en particulier toutes les situations de douleur chronique où il y a des dérèglements des circuits de signalisation, un dérèglement du système d'alarme, on est encore très très impuissant, et je pense que c'est important que ça se sache, parce que sinon, on a tendance à penser que les patients qui ne sont pas soulagés sont responsables, sont coupables de la pérennisation de leur douleur, alors qu'en réalité, ils sont juste victimes des insuffisances des traitements disponibles, et surtout, je pense, de la complexité de ce système de la douleur et de la difficulté à l'appréhender sur le plan thérapeutique. Alors la douleur aurait permis la survie de l'espèce, mais est-ce que écrire sur la douleur, c'est aussi une manière de la désacraliser, de l'apprivoiser, ou peut-être mieux la rendre supportable? Et peut-être pour revenir aussi à ce qu'on disait au début, vous êtes de cette génération qui n'a peut-être plus peur de la souffrance, mais qui sait que parfois, c'est là qu'elle trouve sa vérité. Moi, souvent, il y a une image qui me revient dans la tête, alors qui me venait beaucoup dans la tête avant de commencer à travailler sur la douleur. Je parle de ça il y a 20 ans, je pensais déjà à cette... c'est peut-être un peu moins que 20 ans, mais... il y a 15 ans, je pensais déjà à cette image. Et en écrivant Dramadol, elle m'est beaucoup revenue. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de la douleur ? Eh ben, cette image, c'est celle de la vanité des crânes qu'on voit sur les tableaux. Et c'est comment est-ce qu'on regarde la mort ? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de la vision de la mort ? Ce qu'on voit sur les tableaux, c'est qu'on la met pas au premier plan. En fait, il faut la générer, cette image, et la ranger. Mais pour pouvoir la ranger, il faut la générer. Et c'est un peu la vanité, c'est quelque chose qui doit se contempler un peu tous les jours, de manière à ce que ça ne prenne pas le pas et que ça ne devienne pas le premier plan du tableau. C'est un petit peu la même chose sur la douleur, en fait. Si on la met, ce que je disais tout à l'heure, mais si on la met sous le tapis,
elle va devenir insupportable quand elle va sortir. Si on se prépare en fait c'est le microdosing encore, mais si on se prépare un petit peu tous les jours aussi à savoir en parler, à savoir la regarder en face, que ce soit la nôtre, celle des autres, des douleurs communes, de se renseigner dessus, de savoir comment elle fonctionne. Si on sait toutes ces choses, le jour où elle arrive, elle devient pas dramatique, justement. Je vais reprendre le titre dramatique. C'était ça aussi l'idée de Dramadol, c'est de ne pas faire tout un drame, de ne pas en faire toute une histoire, donc romance sans histoire, de ne pas faire toute une histoire de la douleur. Mais pour ça, il faut la regarder déjà en face. C'est cette première étape, on sort les choses, on en parle, on met des mots dessus, et une fois que c'est là et que c'est dit, on continue de vivre. Ça, c'est l'histoire d'Emmanuel. Mais vous dites que votre livre ne cherche pas à consoler pour autant. Est-ce que vous vous méfiez de la littérature quand elle promet la guérison ? J'en connais pas beaucoup des littératures qui promettent la guérison, en fait. Je sais pas si vous pouvez m'en citer comme ça, mais... Peut-être pas promettre la guérison, mais peut-être qu'à travers une lecture, il y a quelque chose de catharsis qui peut exister après une lecture. Mais c'est pas forcément une promesse affichée en soi, mais certaines lectures peuvent faire exister une rencontre. C'est un petit peu le pari de Dramadol quand même, mais je peux pas le certifier. Je ne peux pas le certifier parce que c'est un peu cette histoire du tu. C'est à qui ça parlera, à qui ça parlera pas. Ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de en fait parler à différents endroits, à toute une série d'endroits différents. Je parlais de nœuds tout à l'heure. Il y a des grands nœuds qui vont être par exemple le nœud entre l'addiction, la perte d'un enfant, le nœud entre la douleur et l'amour. Enfin, c'est une espèce de gros nœuds, on va dire. Et entre ces gros nœuds, il y a une série de petits nœuds qui sont de l'ordre de micro-réflexions, de micro-phrases. J'essaie d'en retrouver un exemple. Par exemple, il y a un petit passage sur pourquoi est-ce qu'on aime les cadeaux quand on est enfant et pourquoi est-ce qu'on invente des objets et pourquoi est-ce qu'on s'attache aux objets. Ça, c'est une micro-réflexion qui ne demande pas à ce qu'on ait perdu un enfant pour pouvoir s'y rapporter, mais on peut s'y rapporter si on a eu une enfance un peu semblable. Enfin, il y a une série de petits endroits comme ça où il est probable qu'on puisse se retrouver d'une manière ou d'une autre. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde se retrouvera partout. Mais ces petits nœuds tissent une espèce de filet, et ça c'est le pari formel un peu caché de Dramadol, c'est que si on s'accroche à un de ces nœuds, le reste de la toile va vibrer. Donc en fait, on va se rapporter de manière un peu inconsciente à tout ce qui se passe autour, comme une espèce d'empathie par proximité. Et c'est là que on passe en fait de quelques réflexions sur l'enfance, et c'est pas l'enfance par hasard, de quelques réflexions sur l'enfance à la question de perdre un enfant. C'est intéressant que vous parliez aussi de ces associations-là ou de ces couples-là de notions, et la douleur dans le livre n'éteint jamais totalement le désir. Par exemple, si on prend aussi un des nœuds, est-ce que vous diriez que le désir est une force de résistance, dans un sens, à l'anesthésie du monde aussi ? Pour moi, le désir, c'est ce qui va faire se déplacer. Ce qui va déplacer... Alors, il y a désir et amour, mais je pense que j'ai beaucoup parlé... plus explicitement de l'amour dans le livre. Ensuite, c'est des notions qui sont très liées. Moi, il y avait cette idée dans l'amour d'aimer, mais comme un aimant peut aimer. C'est-à-dire aimer, attirer à soi. Attirer à soi, être attiré par. Et le désir, c'est une histoire de tension, c'est-à-dire d'être en tension vers quelque chose qu'on désire. Ces notions-là, c'est aussi les notions qui ont toujours habité ma pratique d'écriture, pratique plastique. Donc il y a l'écriture qui aime les gens dont elle s'occupe, dont elle a le souci. Donc par exemple, les personnes dont je parle dans mon livre, il y a une écriture aimante en fait, qui vient essayer de leur faire du bien, mais en tout cas de ne pas leur faire du mal, de les protéger, de les envelopper. Ça c'est très très important pour moi. Mais c'est aussi le désir qui se joue dans la pratique plastique, dans l'atelier, lorsque on a envie de faire quelque chose. Et cette grande question du désir, moi je me la formulais comme ça, c'est-à-dire qu'un désir, ça ne doit pas se satisfaire, ça doit s'honorer. S'honorer étant une manière de faire place, un peu comme on fait place à la douleur dans ce livre, mais une manière de faire place, d'honorer, c'est-à-dire de rendre comme une offrande, en fait, offrir quelque chose, offrir un geste à ce désir, non pas cette fois pour les satisfaire, mais, et là c'est la chose la plus heureuse qui puisse se passer, pour le reconduire, pour lui permettre de se transformer. Il y a peut-être un peu de ça sur la question de la douleur dans Dramadol, c'est comment, en fait, la douleur, par exemple, la douleur d'Emmanuel qui a perdu son enfant, elle passe par mon écriture, et qu'est-ce que ça change qu'elle passe dans l'écriture ?
qu'est-ce qui se transforme, puisque la douleur elle est toujours là finalement. Mais qu'est-ce qui se transforme dans cette mise en forme dans un récit qui n'est pas la seule mise en forme possible, mais qu'est-ce qui se transforme à l'arrivée pour elle, qu'est-ce qui a circulé. Cet état un peu changeant, un peu circulant de la matière, des récits, des formes, des mots, des ressentis, je crois que c'est vraiment le job de l'écriture et de la pratique plastique. Enfin, pour moi ça va ensemble. Dans mon atelier, sur l'étagère, il y a cette petite roue à pic. C'est un outil que tu fais rouler sur la peau et avec des petites aiguilles qui te piquent. C'est un objet qui est utilisé à la base par les neurologues pour cartographier ton système nerveux, c'est-à-dire voir là où ça fonctionne et déterminer le pourcentage. Moi, mon pourcentage dans les jambes, il est de 20%. Ce qui fait que j'ai intérêt à bien faire attention quand je mets ma jambe dans le bain pour être sûr de ne pas m'ébouillanter. Mais pour autant, des fois, la chaleur, ou plutôt la froideur, j'ai l'impression qu'elle vient de l'intérieur. Et parallèlement à ça, j'ai toujours besoin qu'il fasse 23 degrés pour pouvoir travailler. Sinon, la pompe de mon cœur fonctionne pas correctement et oxygène pas le bout de mes organes. Et je me demandais, toi, quelle était la température qui était nécessaire pour ton corps pour travailler. Ici l'artiste Benoît Pierron, à qui vous dédiez un chapitre graphique de vos échanges, vous adresse une question pas si anodine, mais bien mystérieuse. Racontez-nous. La question de la chaleur, du froid, est un sujet récurrent entre Benoît et moi. Parce que on a ce même rapport et cette même donc compréhension réciproque de ce qui peut se passer, sans même le ressentir, mais cette compréhension de ce qui peut se passer dans le corps de l'autre, de douloureux lorsqu'il fait pas assez chaud ou pas assez froid, mais en général c'est plutôt pas assez chaud pour nous. C'est assez passionnant parce que donc, ce sujet du froid a fait l'objet d'un passage, presque d'un chapitre entier en fait, dans Dramadol, qui me permet d'exprimer quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire comprendre aux gens, c'est-à-dire que je fais de l'hypothermie et qu'il s'agit d'une douleur émotionnelle, physique, que je ne parviens pas à faire comprendre aux gens, donc le chapitre m'a permis de formuler un petit peu mieux les choses. Benoît comprend aussi ça parce qu'il souffre d'hypothermie neurologique, donc en fait c'est pas des facteurs extérieurs, ce sont des facteurs intérieurs de dérèglement du corps qui vient générer son propre froid, sa propre sensation de froid. Ce qui m'intéresse, et je pense que c'est la même chose pour Benoît à différents égards, et pour moi, par mon histoire aussi, c'est comment tout d'un coup cette sensation-là, très brute, du froid, qui est très proche de la douleur, parce que c'est ce qu'on appelle un déséquilibre homéostasique, c'est-à-dire lorsqu'on subit ce dérèglement, le corps a une forte incitation à revenir à l'équilibre. Donc par exemple, si on a mal, c'est comment est-ce qu'on revient à l'état de non-douleur, et lorsqu'on a froid, comment on revient à l'état de non-ressenti de trop froid ou trop chaud, quoi. Mais comment ces sensations très brutes et très primaires se greffent sur des images, des représentations, des affects. Moi, j'ai souvent une poussée d'angoisse en fait quand je ressens le froid, qui s'apparente très fort à une espèce de sensation de mort imminente aussi, ou en tout cas de trac. J'ai l'impression d'être chassé, au sens vraiment d'être traqué, d'être la proie d'une traque. Donc c'est une sensation très violente et très angoissante, et j'avais tenté de l'écrire un petit peu, de la développer dans Dramadol. Quant à Benoît aussi, je pense qu'il y a donc c'est d'autres représentations qui se greffent sur ce froid pour lui, mais en tout cas c'est à partir de ces représentations-là qu'on a pu s'entendre sur ce sujet-là. Et c'est aussi pour ça que ça m'importe, que tout le travail de Dramadol, c'était de générer des représentations sur des douleurs, parce qu'on ne ressent jamais la douleur de l'autre, on n'a jamais froid à la place de l'autre, mais à partir du moment où l'autre exprime ses représentations, on peut se retrouver dans la représentation. C'est presque une invitation à l'empathie. Absolument, ouais. Ensuite, il y a différents gestes ou différentes formes d'empathie. Ça, c'est quelque chose que Nicolas Danziger expliquait très bien, et qui m'a beaucoup éclairé aussi sur la position, le geste du corps médical vis-à-vis de la douleur.
l'empathie n'est pas le seul moyen de se rapporter à la douleur de l'autre. Il y a aussi un geste d'inférence qui est plus pratiqué par le corps médical parce que c'est justement un geste qui permet d'éviter les biais de l'empathie. L'empathie a ses biais, donc par exemple, on peut complètement nier la douleur de l'autre par empathie, parce qu'on s'y rapporte beaucoup trop et parce qu'on cherche à s'en protéger aussi. On peut aussi, par empathie, donner beaucoup trop d'antidouleur à quelqu'un parce qu'on ressent beaucoup trop la douleur de l'autre. Donc c'est pas forcément le geste, on n'attend pas forcément du docteur ou de la doctoresse qu'il soit empathique. Par contre, on attend une relation d'inférence, c'est-à-dire la capacité à se mettre dans une situation donnée, peut-être même de manière assez froide ou en tout cas de manière méthodique, se dire dans telle situation, on ressent telle chose, c'est comme ça qu'on gère. Mais pas forcément de l'empathie. Les deux devant, à mon avis, se compléter. Alors j'avais envie de clôturer cet échange par un extrait question. Pour vous, être artiste, c'est une vocation, une opportunité ou une nécessité ? Effectivement, oui, c'est une nécessité. C'est une nécessité, c'est un privilège aussi. Parce que bon, comment dire, c'est une nécessité, c'est-à-dire que c'est un besoin irrépressible. Moi, je ne pourrais pas faire autre chose que ça. En fait, j'en ai besoin. J'ai besoin d'exorciser un certain nombre de choses dans ce travail. J'ai besoin de m'exprimer, de dire des choses que j'arriverai jamais à formuler, en fait, autrement que dans mes œuvres. J'ai besoin de cette recherche parce que c'est aussi, en fait, je sais pas ce que, enfin, je sais pas toujours ce que je fais et les choses arrivent de façon spontanée, mais en fait, c'est une recherche perpétuelle, donc c'est une nécessité pour moi. Après, voilà, encore une fois, c'est un privilège parce que c'est aussi, c'est un privilège de pouvoir en vivre, c'est un privilège d'évoluer dans ces milieux et il faut surtout le garder à l'esprit, quoi. Alors c'est une question que j'ai posée à l'artiste Mathilde Albouy. Je ne sais pas si vous aviez reconnu sa voix et donc je vous demanderai de nous dire qui est Mathilde Albouy et de répondre à la même question que j'ai posée pour elle. Alors Mathilde Albouy est une artiste plasticienne de grand talent que j'ai la chance de compter parmi mes amis et que j'ai rencontrée à l'école des arts décoratifs où elle a été diplômée quelques années avant moi. J'aime beaucoup son travail qui a une grande force, une grande sensualité, quelque chose d'assez aigu et ambigu aussi. Je la regarde évoluer aussi depuis cette sortie d'école avec un grand plaisir et toujours une grande curiosité, c'est-à-dire à la fois un étonnement et une admiration. Et coucou Mathilde. Et pour cette question, oui, et ça c'est des questions de société, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on traite nos artistes. Les domaines d'ailleurs, ça peut être musique, plastique, et je suis tout à fait d'accord en fait de mettre en pendant en fait la question du privilège et de la nécessité parce que ça paraît irréconciliable comme notion. En général, ce qui est irréconciliable, c'est la forme de la tragédie, antique, c'est-à-dire vraiment il y a deux espaces qui ne peuvent pas communiquer et comment est-ce qu'on se transporte de l'un à l'autre puisqu'il faut bien. Et c'est ce qu'elle tentait de dire et c'est pour ça qu'elle le répétait beaucoup en fait à chaque fois, nécessité et privilège, parce que il n'y a pas de solution en fait à cette question-là. Moi, la solution que je vois, ou en tout cas celle qui me travaille, c'est de me dire oui, le geste est une nécessité. Est-ce que le métier est une nécessité ? Ça, c'est une autre question. Le métier est plutôt aussi de l'ordre du privilège. Donc, je me vois pas arrêter de faire de l'art. Et en même temps, il est tout à fait possible qu'il arrive à un moment dans ma vie où ça devienne tout à fait mineur. Ne serait-ce que parce que des fois, je sens qu'on a des choses qu'on veut dire, des choses à dire, et des fois, beaucoup moins. Et ensuite, ça revient. Mais je n'exclus pas que ça ne reviennent pas un jour et ça serait quelque chose, enfin je serais tout à fait ok avec ça en fait. Il y a des artistes qui sont les artistes d'une seule œuvre, ça m'a toujours un peu fasciné, mais des gens qui font un film par exemple, et voilà. Et ça se voit aussi en littérature en fait, un livre et puis on se dit ah oui, effectivement il n'y avait qu'un seul livre à faire pour cette personne et une fois qu'il est fait, on passe à autre chose et c'est très bien aussi parce qu'il y a la vie aussi tout autour. Donc des fois la vie elle a besoin de prendre des formes d'œuvres, mais pas forcément toujours. Donc la nécessité elle est là et elle pourra se déplacer, elle pourra prendre d'autres formes. Ça c'est ok pour moi. Le métier il est dur à mettre en place, que ça soit dans l'écriture ou dans la pratique plastique. Et alors qu'on a le cul entre deux chaises comme moi, ça fait double problème. Mais
Mais je pense que ça reste aussi un métier, c'est-à-dire qu'il y a des façons de le pratiquer, il y a des milieux où le pratiquer, il y a des endroits où le pratiquer, il y a des dispositifs pour accompagner. Et c'est aussi la question de comment est-ce qu'on les protège, ces dispositifs, comment est-ce qu'on les met en place. Pourquoi pas, que ça peut être le mot de la fin. Merci beaucoup Rose Vidal d'avoir été au micro du Beau Bizarre. Un grand merci. Un livre-ordonnance donc, à offrir et à prescrire aux êtres chers. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous voulez soutenir ce travail bénévole, sachez qu'une cagnotte Tipeee existe. Alors merci de votre écoute et merci de votre soutien. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, ça